Il y a 10 jours, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé un blocage des prix sur 5000 produits alimentaires suite à des négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement et les acteurs de la grande distribution ainsi que les industriels de l'agroalimentaire. Cette annonce intervient à un moment où, effectivement, les prix alimentaires en France continuent à augmenter fortement. Au mois d'août, par exemple, on était encore à un taux d'inflation de 11% sur un an. Cet accord a permis au ministre de l'économie de réaliser une belle campagne de communication en expliquant que le gouvernement était très actif pour lutter contre l'inflation. Alors justement, dans cette vidéo, on va voir si économiquement, ce type de mesure de blocage des prix peut réellement aider à lutter contre l'inflation. Tout d'abord, pour bien comprendre, il faut que je vous donne les détails de cet accord. Premièrement, c'est un accord qui est limité dans le temps. Le blocage des prix va uniquement jusqu'à fin décembre de cette année. Ensuite, on est uniquement sur une partie des produits alimentaires, mais pas tous les produits alimentaires. Donc là, on voit qu'il y a une première faille, c'est-à-dire que les distributeurs peuvent tout à fait respecter l'accord, bloquer les prix sur 5000 références, mais ensuite augmenter les prix sur le reste. Et donc au final, on peut très bien se retrouver avec un panier du consommateur qui augmente. Donc ça ne va pas forcément fonctionner. Et enfin, la dernière chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le ministre de l'économie, ici, n'a absolument pas signé de loi ou de décret pour effectivement bloquer les prix. D'ailleurs, on le verra plus tard dans la vidéo, d'un point de vue juridique, c'est pas vraiment possible, ou en tout cas c'est assez difficile en France. Donc il a simplement négocié et in fine, il a obtenu un accord oral avec des entreprises. Ces mesures de contrôle des prix plus ou moins strictes sont vraiment extrêmement appréciées des hommes et des femmes politiques. Et il faut bien comprendre pourquoi. Premièrement, elles sont simples à expliquer. Tout le monde comprend très bien la relation entre l'inflation et le blocage des prix. Deuxièmement, elles ont un effet extrêmement rapide. Vous pouvez dire du jour au lendemain que le taux d'inflation est tombé à zéro sur un ensemble de produits. Et enfin, la mise en place de ces mesures est, d'après les politiques, une démonstration de leur capacité à arriver à résoudre un problème. En fait, les mécanismes de contrôle des prix, c'est quelque chose d'assez classique, c'est très souvent utilisé par les gouvernements. Je vais vous donner maintenant les quatre principaux exemples auxquels on peut penser. Le premier exemple, c'est celui qu'on a déjà évoqué, c'est les prix à la consommation, c'est-à-dire les prix de produits alimentaires ou non alimentaires pour lesquels on va fixer un maximum. Ensuite, le deuxième exemple, c'est l'encadrement des loyers. Donc là, d'ailleurs, il y a une loi en ce moment qui est en vigueur en France dans 24 villes et qui limite la capacité des propriétaires à fixer les loyers comme ils le souhaitent. Ensuite, troisième exemple, on a le contrôle sur les salaires. Donc c'est le salaire minimum, le SMIC. Donc les employeurs ne peuvent pas proposer des salaires qui sont inférieurs à ce montant. Et enfin, le dernier exemple, qui est un petit peu moins évident, auquel on ne pense pas forcément, c'est les taux directeurs des banques centrales. Donc là aussi, c'est un prix comme un autre, c'est en fait le prix de l'argent. Il est fixé par les banques centrales et souvent les gouvernements en collaboration avec les banques centrales manipulent ce prix-là. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en Europe et c'était encore le cas jusqu'à il y a un an. On avait des taux d'intérêt directeurs qui étaient excessivement bas, à zéro, voire dans certains cas qui étaient négatifs, ce qui est aberrant, mais ça avait été bien mis en place par les gouvernements. Et dans ce cas de figure-là, c'était parce que les gouvernements souhaitaient sauver la monnaie unique européenne. Si on revient au premier exemple, celui des prix à la consommation et en particulier des produits alimentaires, quelle est la stratégie des politiques? Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils souhaitent désigner un responsable et en l'occurrence, ils accusent les entreprises privées, donc les industriels de l'agroalimentaire et les groupes de grande distribution, d'être la cause de l'inflation. Pour justifier leur accusation, ils utilisent un certain nombre d'études, comme celle-ci qui a été publiée par le FMI. Donc celle-ci propose une analyse où on décompose le taux d'inflation entre différents facteurs, c'est ce qu'ils appellent les drivers ici en anglais. Donc il y a notamment le profit des entreprises, les coûts de main-d'œuvre et aussi les taxes. Le profit des entreprises, ici vous le voyez en rouge, et donc vous voyez qu'effectivement cette partie, cette contribution a augmenté significativement depuis le début de l'année 2021. Et donc les politiques, eux, tirent comme conclusion de cela que c'est
la cupidité des entreprises du secteur privé qui va être eh bien, la cause de l'inflation. En réalité, ce n'est pas du tout ce que dit ce graphique. Il y a un vrai problème logique dans ce qui est dit. Les entreprises du secteur privé cherchent toujours, depuis toujours, à maximiser leurs profits. Mais en revanche, ils ne parviennent pas toujours à avoir de très bons profits. Il se trouve que, effectivement, depuis le début de l'année 2021, eh bien, ils sont arrivés à répercuter bien la hausse de l'inflation sur la vente, sur leur chiffre d'affaires. Et donc, ils n'ont pas vraiment eu de problématique de marge. En revanche, ça ne veut pas dire que cela est la cause de l'inflation. L'inflation, structurellement, c'est un phénomène monétaire. En réalité, l'inflation a été causée par la politique monétaire des banques centrales. Je l'ai expliqué très en détail dans cette vidéo. Pour vous faire un petit résumé rapide, globalement, les politiques des banques centrales ont eu deux effets. D'une part, elles ont eu des politiques accommodantes, ce qui a favorisé la création de crédits par les établissements bancaires et donc, in fine, a fait augmenter la masse monétaire. Et deuxièmement, elles ont également participé via une impression monétaire au rachat des dettes des États qui étaient en déficit. Et donc ça également, ça a fait augmenter la masse monétaire. Et lorsque vous avez une telle augmentation de la masse monétaire, mais qu'en face, il n'y a pas une création de biens et de services pour un même montant, eh bien, dans ce cas-là, vous créez in fine de l'inflation. Si vous souhaitez aller voir cette vidéo, je vais vous mettre le lien, il va apparaître en haut à droite de l'écran et il sera également dans la description. Après avoir désigné le coupable, ce que doit faire le gouvernement, c'est effectivement mettre en œuvre cette mesure de blocage des prix. Et donc de façon assez logique, ce qu'il doit arriver à faire, c'est déterminer quel est le bon prix, c'est-à-dire un prix qui ne soit pas trop élevé pour les consommateurs et quand même suffisamment élevé pour eh bien, les industriels, les entreprises, afin qu'elles puissent être suffisamment rentables. Et donc je ne vous cache pas que déterminer ce prix est en fait impossible. C'est pour ça que d'habitude on utilise le marché avec l'offre et la demande. On arrive à obtenir eh bien, un prix d'équilibre et c'est comme ça d'habitude que se fixent les prix. Mais demander à une entité gouvernementale d'arriver à identifier le bon prix pour un produit, c'est totalement absurde. Essayons maintenant de raisonner de manière logique sur deux cas typiques de contrôle des prix. Vous allez voir qu'assez rapidement, on se rend compte qu'il peut y avoir des conséquences néfastes. Premier cas de figure, on est dans le cas de la défense de l'acheteur. Donc c'est le cas typique qu'on a déjà évoqué de, par exemple, contrôle des prix alimentaires. C'est un prix maximum qui va être fixé. Donc globalement, la plupart du temps, ce prix maximum est fixé un peu en dessous du prix naturel d'équilibre si on laissait faire le jeu de l'offre et la demande. Donc qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue logique en termes de comportement des acteurs? Eh bien les acheteurs, eux, ce qu'ils vont voir, c'est un prix plutôt attractif et donc ils vont avoir tendance à aller acheter plus de produits. Donc il va y avoir une hausse de la demande de produits. Ensuite, côté vendeur, là c'est l'inverse. Les vendeurs vont voir des prix qui sont moins intéressants pour eux, qui leur permettent de faire moins de marge. Et donc, ils vont avoir plutôt tendance à eh bien, ne pas augmenter leur production, voire à essayer de trouver de nouveaux marchés, par exemple à l'étranger, sur lesquels ils pourraient vendre leurs produits avec de meilleures marges. Donc, globalement, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une baisse de l'offre. Donc, c'est quoi la conséquence à moyen terme de cette situation? C'est que, eh bien, peu à peu, les stocks sont consommés et on peut avoir dans certains cas des risques de pénurie, des rayons totalement vides parce que effectivement il n'y a plus suffisamment de production et les consommateurs ont absolument tout acheté. Donc ça c'est la première situation. La deuxième situation, c'est donc la défense du vendeur. Donc là le cas typique, c'est le salaire minimum, le SMIC qu'on a évoqué. Donc le salarié en fait vend son temps de travail qui est acheté par les employeurs. Donc qu'est-ce qui se passe quand on met en place ce type de mesure? Ben, typiquement, d'habitude, le salaire minimum va être fixé un peu au-dessus du salaire naturel d'équilibre si on avait un marché libre. Et donc très concrètement, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des salariés, eux, eh bien, ils vont trouver que le salaire est intéressant et donc il va y avoir plus de salariés qui vont chercher du travail. Donc il va y avoir une hausse de l'offre.
Et ensuite, les employeurs, eux, de leur côté, ben, ça sera moins avantageux pour eux. Et donc, il y a une certaine partie des employeurs qui ne pourront pas se permettre de payer ce prix-là. Et donc, tout simplement, de façon globale, il va y avoir une baisse de la demande de salariés. Donc, on va avoir ce déséquilibre. Quelle va être la conséquence logique? Ben, tout simplement, une hausse du chômage. Sur ces deux exemples, vous voyez que, in fine, on obtient des résultats qui sont vraiment exactement à l'opposé de ce que l'on cherche à obtenir. Dans les deux cas, on obtient des conséquences néfastes exactement pour les personnes qu'on cherche à défendre. Donc c'est vraiment pas très concluant. Et par ailleurs, on peut avoir d'autres conséquences néfastes. Donc typiquement, si vous mettez en place un système de prix maximum sur des denrées alimentaires par exemple, eh bien, pour que ça fonctionne correctement, vous êtes obligé de mettre en place des contrôles. Il y a une espèce de flicage généralisé qui est mis en place. L'État doit embaucher des personnes qui vont aller vérifier qu'effectivement les entreprises respectent ce blocage des prix. Et ça demande énormément de moyens. Et deuxièmement, l'autre conséquence néfaste qu'on peut avoir, c'est la création de marchés noirs. Les gens qui auront accès facilement à un bon prix aux produits, donc sur lesquels pèse le contrôle des prix, eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sur un marché noir revendre ces produits-là à des tarifs excessifs. Et ils vont faire ça tout simplement parce que cette activité via un marché noir sera extrêmement lucrative. Et enfin, pour reprendre le concept de l'économiste Friedrich Hayek, une des problématiques avec le contrôle des prix, c'est la perte d'une information fiable. En fait, selon Friedrich Hayek, un prix, ça correspond à une information qui est utilisée par les différents acteurs économiques pour prendre des décisions, faire des prévisions, et donc c'est une donnée extrêmement importante. Et ça devient problématique lorsque l'on manipule cette donnée parce que on n'a plus vraiment d'informations fiables, ou on a une fausse information. Et ça, c'est extrêmement gênant dans une économie parce que ça peut amener certains acteurs économiques à prendre des décisions aberrantes parce qu'elles sont basées sur une fausse information. Il existe de très nombreux exemples historiques de contrôle des prix, et je parle de contrôle des prix vraiment strict, beaucoup plus contraignant que celui qui a été annoncé récemment par le ministre de l'économie. Pour donner deux exemples, on a bien sûr en URSS, quand l'économie était totalement planifiée, donc là on a eu effectivement des contrôles de prix qui ont abouti à énormément de pénuries, à même des famines, et in fine des millions de morts. Mais on a aussi un exemple de blocage des prix assez strict qui a été mis en place en France via ce qu'on appelle la loi du maximum général. C'était en 1793. Cette loi a été mise en place pendant une période de la Révolution française qu'on appelle la Terreur. Donc là, vous avez un article qui décrit la mise en place de cette loi et aussi les conséquences. Et c'est assez intéressant, vous pouvez aller voir parce qu'on retrouve absolument toutes les conséquences néfastes que j'ai citées précédemment. Donc par exemple, au moment où la loi est mise en place, eh bien tout de suite, les Français se ruent dans les magasins pour aller acheter les produits au prix attractif qui a été fixé. Donc ça fait diminuer les stocks très rapidement. Ce qu'on voit très rapidement, c'est qu'il est nécessaire également de faire des contrôles. Donc il y a des commissaires spéciaux qui sont embauchés par l'État pour aller faire des contrôles, par exemple chez les boulangers. Ensuite, très rapidement, eh bien, on est obligé de limiter les salaires des ouvriers. Donc les ouvriers ne sont pas très contents et une partie d'entre eux décident d'arrêter de travailler. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que la qualité des produits diminue peu à peu. C'est-à-dire que ceux qui sont en vente, qu'on arrive à trouver dans les magasins, sont de moins en moins bonne qualité. Et enfin, on retrouve bien sûr la problématique du marché noir, donc qui est créé assez rapidement. Donc, in fine, il conclut l'article en disant que, eh bien, sous prétexte de faire payer moins cher les produits de première nécessité, on a provoqué leur disparition, sauf pour ceux qui en ont les moyens et qui peuvent se les acheter via le marché noir. Mais aujourd'hui, il existe des garde-fous dans la loi, notamment en France, qui empêchent les gouvernements de mettre en place ce type de mesures de contrôle des prix. Typiquement en France, c'est fait via cet article du Code de commerce
c'est le L410-2, donc qui stipule de manière très claire que les prix des biens, produits et services doivent être fixés librement et déterminés par le jeu de la concurrence. Donc il y a simplement effectivement certains cas exceptionnels qui sont cités, donc des situations de monopole, des situations de crise, pendant lesquelles effectivement le gouvernement a le droit par décret de mettre en place des systèmes de contrôle des prix, mais ça doit être pour des durées temporaires. Donc effectivement, les politiques essaient d'utiliser ces situations de crise, hein, toujours, pour bien sûr mettre en place ce type de système, mais c'est quand même assez compliqué. Pour contourner cette loi, ce qu'a fait le gouvernement, notamment en France, c'est qu'il a utilisé un principe un peu différent, c'est le principe du bouclier tarifaire. Donc dans cette situation-là, il va bloquer les prix, mais de manière indirecte, il ne va pas s'opposer au jeu de la concurrence, mais simplement il va verser de l'argent pour compenser l'augmentation et éviter que les consommateurs finaux ne subissent cette inflation. Donc très concrètement, eh bien, la conséquence de cela, c'est une augmentation des dépenses de l'État, donc une augmentation de la dette. Donc in fine, très sincèrement, je ne sais pas si pour le consommateur final, c'est intéressant parce que certes, il ne subit pas l'inflation, mais néanmoins, il est dans un pays qui est de plus en plus endetté et cette dette, elle devra bien être remboursée. Vous l'aurez compris, à mon avis, la meilleure solution pour gérer les problématiques d'inflation, c'est d'être dans un pays où on a à la fois un budget de l'État à l'équilibre, des dépenses et des recettes qui s'équilibrent, et d'autre part d'être dans un système de capitalisme de marché libre, donc laisser les acteurs du secteur privé réaliser leurs transactions comme ils le souhaitent. Le système de libre concurrence, c'est en fait un système qui permet justement de gérer l'évolution des prix et d'adapter l'évolution des prix en fonction de l'offre et de la demande. Si vous êtes dans une situation d'inflation, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est de la simple logique. Eh bien, il va y avoir moins de demandes puisque les gens voient que les prix augmentent, donc ils sont moins prêts à acheter. On a une baisse de la demande et de l'autre côté, les producteurs, eux, sont incités à augmenter leur offre parce qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir gagner plus d'argent en vendant à ces prix qui sont plus élevés. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un système de libre concurrence? Eh bien, naturellement, dans ce système-là, ce déséquilibre avec une offre qui commence à être supérieure à la demande va être rééquilibré et les prix vont avoir tendance à baisser justement pour revenir vers cet équilibre. Attention, je ne dis pas que l'État ne doit jamais intervenir. Dans certaines situations précises, par exemple, pour aider les populations les plus pauvres, des aides peuvent être décidées. Et deuxièmement, dans des situations de monopole ou d'oligopole qui empêchent les prix de baisser, là, effectivement, l'État doit intervenir, mais de façon générale, à mon avis, il doit limiter au maximum son intervention et laisser le jeu de la libre concurrence décider de l'évolution des prix. Merci à tous pour votre attention. Si ça vous a plu, pensez bien à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître la chaîne. Et par ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans la gestion de patrimoine, si vous voulez lire des analyses détaillées de sociétés cotées, eh bien vous pouvez aller sur mon blog Substack. Je vais mettre le lien. Il va apparaître en haut à droite de l'écran et il sera également dans la description. À bientôt. Ciao.